Salut à tous. L'épisode 13 de Koenig Quickstep, c'est maintenant, avec, vous allez voir, une façon un petit peu différente d'aborder cette saison donc 2020 dans le jeu pour cette partie. Euh, une manière différente, déjà dans la présentation, mais surtout pour ce qui est de ma manière de considérer les objectifs là pour cette partie. Je dis pas que je ferai toujours comme ça par la suite, mais en tout cas, c'est un petit peu différent de ce que j'ai déjà pu vous proposer avec la Lotto Soudal, avec l'équipe qui était construite autour de Vincenzo Nibali. Donc, en fait, ce que je me suis dit en cette saison 2020 qui, a priori, est la dernière avec cette équipe, en attendant je ne sais pas quelle suite avec je ne sais pas quelle équipe, mais qu'il y ait une suite, c'est une évidence sur Pro Cycling Manager 2019, hein, très clairement, à moins que le jeu ne me convainque pas, auquel cas je reviendrai au 2018, mais il n'y a aucune raison de le penser. Donc, bah tiens, puisqu'on commence par Julien Alaphilippe, ce que je me suis dit, c'est que, ouais, selon une certaine logique, vous savez, dans la réalité, Julien, et puis dans la partie également, il n'a pas encore. Pardon, dans la réalité, il l'a gagné, mais dans la partie, il ne l'a pas encore gagné. Il n'a pas encore gagné Milan-San Remo, puisque l'année précédente, là, c'était Viviani qui s'était imposé. On la lui avait un petit peu offerte, faut être franc. Donc, j'aurais dû, en toute logique, viser Milan-San Remo pour Julien Alaphilippe. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu l'année qui a précédé, eh bien, la victoire de Philippe Gilbert sur Paris-Roubaix, comme dans la réalité. Et c'est vrai que ça donnait forcément envie de d'offrir, en tout cas de chercher à tout faire pour que Philippe Gilbert aille gagner maintenant celui qui lui manque, le 5e monument pour sa carrière, qui serait Milan-San Remo. Donc je vais en fait changer d'option par rapport à ce que j'aurais pu vouloir faire, à savoir Milan-San Remo, Tour de France avec quelque chose de classique pour Alaphilippe, hein, une ou deux victoires d'étape, le maillot à pois, bref. Voilà hein, ce qu'on connaît du Tour de Lombardie ou championnat du monde et où, voilà. Mais en fait, je me suis dit, bah non, on va de ce fait essayer de privilégier Gilbert pour ce qui est du Milan-San Remo qui va suivre, et donc par là même décaler Alaphilippe au niveau de son pic de forme. Ah, j'aimerais idéalement que ce pic s'achève au moment de Liège. Donc s'il se déclenche une quinzaine ou une vingtaine de jours plus tôt, bah ce sera pas du tout un problème, bien au contraire, puisque ça permettrait à ce moment-là d'avoir une possibilité de gagner le Tour du Pays Basque. Qui sait suivant le parcours. Donc vous avez vu que je vous ai fait une petite rétro de l'année 2019, leader par leader, vous verrez. Julien Alaphilippe, quels sont ses hauts faits en 2019? Oh, ben, il en a un paquet, hein, c'est pour ça que le montage, il est pas évident à faire. Si on part de la fin, on a évidemment ce titre de champion du monde qui était arrivé après une Classica San Sebastian consécutive à un Tour de France sur lequel il avait quand même fait top 10 tout en attrapant le maillot vert, donc gros Tour de France de Alaphilippe, avec précédemment ce qu'on sait, c'est-à-dire le triplé ardennais, avec également petite victoire au Strade Bianche, bref, il y avait aussi victoire d'étape sur le Tour du Pays Basque. Il avait connu, d'ailleurs il avait terminé numéro 1 mondial, hein, il avait connu une année très faste, et puis ça s'était soldé, là on est dans le Civelio, sur Tour de Lombardie avec le joli maillot de champion du monde sur les épaules, ça s'était soldé par un Tour de Lombardie. Donc si je fais le bilan dans cette partie, donc bilan très maigre, mais au niveau des classiques, Julien Alaphilippe il a été relativement abreuvé l'année précédente. On va essayer de continuer à lui garnir sa collection. Euh, toutefois, ce que je me suis fixé, c'est une manière
de considérer les choses. Là, vous voyez un petit peu mes objectifs, mes manières d'ajuster la forme de pré-saison. Puis après, j'ai mis en accéléré, en faisant un peu de montage, j'ai indiqué comment je faisais, dans quel ordre, pour tout ce qui est planification, etc. Donc, vous voyez, moi par exemple, je mets les courses en premier et ensuite je viens adapter les intensités d'entraînement. Voilà, ça m'évite d'avoir des surprises au niveau de la fatigue. Alors après, il est évident que quand on fait ça le 2 janvier, on a impérativement besoin d'y revenir vers le mois de mars, d'y revenir peut-être fin mars. Fin mars, c'est un moment où des problèmes peuvent subvenir. Et puis ensuite, donc ça on a le temps d'y être, hein, on n'y est pas encore à ce stade-là. Ensuite, ben, petit focus sur le tout début d'année, j'ai décidé de le zapper. Au sens où j'ai envoyé une équipe excessivement faible du côté du tour Down Under, avec, vous avez vu, tiens c'est marrant, une victoire de Tom Skuins pour l'étape 4 et Roglic sur l'étape 5, qui sont les deux étapes les plus, on va dire, incertaines, parce que pour le reste, c'est Groenewegen qui a gagné 4 fois. Donc voilà, 4 et 2, 6. Roglic s'adjuge le général, il a donc gagné le Tour Down Under, et nous, on a été totalement inexistants, mais c'était vraiment voulu, parce que j'ai d'autres ambitions. Alors, Hodge est notre représentant, par contre, pour ce qui est de la classique Cadel Evans, où l'on voit que le plateau est très joli. Il y a même Chris Froome, il y a Nibali, il y a de très gros sprinters, par exemple Groenewegen. Je vous rappelle que il y a pas mal de sprinters qui ont changé d'équipe, hein. À présent, quand on voit un Dimension Data, il faut se méfier vraiment parce qu'il y a Greg Van Avermaet, il y a Groenewegen. Il faut aussi bien intégrer le fait que non, bah, la Bahreïn, elle est relativement restée autour des mêmes. Elle est, elle est concentrée autour de Mohoric, de Nibali, de Bauhaus. Donc non, pas d'excentricité là du côté de la Bahreïn, mais par contre, faut rappeler par exemple que chez Jumbo Visma, le sprinter maintenant, ce n'est plus Groenewegen, c'est Viviani. Viviani qu'on a laissé partir et qui a signé du côté de la Jumbo Visma. Donc il y a comme ça pas mal de coureurs qui ont changé d'équipe. Voilà, on en pense ce qu'on en pense, hein, mais toujours est-il que, regardez, il y a un scénario qui est super intéressant sur cette classique Cadel Evans. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez un homme qui a réussi à s'échapper, et franchement, chapeau à lui, qui va terminer comme ça en solitaire. Ouais, franchement, Mohoric, il va en chercher une très très jolie. Ce qui fait que du coup, nous, qui n'avions qu'une seule cartouche, hein, c'était le sprint avec Hodge, euh, on est totalement hors de position. Hein, donc, intéressant. Ça m'a plu de voir ce scénario de course de la part de l'IA, j'étais super content. On a ici l'aperçu, j'ai pris la France encore une fois, hein. J'ai pris la France pour ce qui est du championnat du monde de fin d'année. Et puis, on verra bien, parce que quand même, je sais pas si on y arrivera, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien. Ensuite, bah, il y a Hodge qui est obligé de participer à cette épreuve totalement horrible pour lui, qui est ce championnat national de Colombie. Voilà, on va passer. Et puis aussi, un de nos leaders importants, eh bien, c'est Enric Mas. Allez, je passe à Enric Mas. Enric Mas qui a fait sa rentrée un petit peu plus tard, je vais vous montrer du côté du Tour de Valence. Enric Mas, lui, quand on se demande un petit peu ce qu'il doit faire, bah, il a gagné un Giro d'une façon quand même assez sympathique. Un Giro qui était loin d'être gagné au départ, puisqu'il y avait eu une chute dramatique. Là, vous l'avez vu passer dans les images juste avant. Une chute assez dramatique. Puis, suite à ça, finalement, une espèce de remontée fantastique, où très progressivement, à l'aide également des contre-la-montre sur terrain absolument pas plat,
Enric Mas s'était révélé et avait été chercher un premier grand tour en carrière, avec par contre progressivement un Bob Jungels qui avait un petit peu craqué, mais il n'y avait rien d'anormal à cela, puisqu'il y avait des arrivées notamment au sommet qui étaient assez compliquées. Donc voilà, on se souvient d'un petit mano à mano, il y en a eu plusieurs des petits mano à mano entre Mas et Roglic dans ce Giro, avec notamment, voilà, ça c'est le contre-la-montre de l'étape 16 là, qui est assez fondamental, mais vraiment un Giro voilà, que je vous avais proposé, je sais plus si c'était, je crois, à l'épisode 7 ou quelque chose comme ça. Donc Mas, eh bien, j'aimerais bien faire de lui, et je vais faire de lui le leader de l'équipe sur le Tour de France qui va avoir lieu. Le Tour de France que j'ai mis dans cette partie, c'est le Tour de France 2019 IRL. J'espère, disons, arriver jusqu'à ce Tour de France. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà au mois de juin et que le Tour de France, mine de rien, il commence dans environ un mois. Et je me dis qu'il y aura sûrement moyen que j'arrive à jouer ce Tour de France qui nous servira en quelque sorte un peu de preview, même s'il n'y aura pas exactement les bons coureurs dans les bonnes équipes, on s'en doute bien, mais n'empêche qu'il servira une forme de preview première en tout cas, parce qu'après avec PCM 2019, à mon avis, on va le re-explorer direct juste après de ce tour. Voilà. Et donc, ce qui est clair, c'est que Mas, je veux en faire le leader sur le Tour de France. Il ira également avec Julien Alaphilippe en électron. Et par contre, Bob Jungels, il n'ira pas sur le Tour de France. Bob Jungels se verra attribuer le Giro comme objectif principal de saison. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça et pourquoi est-ce que on n'a pas un épisode 12 en rapport avec ce que je dis? Pourquoi? Parce que je vous avais dit à ce moment-là, l'épisode 12, je veux le faire travailler, je l'économise en fin d'année 2019, je veux le faire s'entraîner pour qu'il progresse sur pavé. Oui, mais c'était sans compter sur le fait que la progression ne s'effectue pas très rapidement. Je pense qu'elle pourrait arriver dans les semaines qui vont venir, ou peut-être dans les semaines qui précéderont le Giro, donc ce sera trop tard. Alors donc, ça suppose qu'avec son 71 en pavé, Bob Jungels, je préfère qu'il vise autre chose. Sur cette année 2020, j'estime que c'est peut-être un petit peu plus réaliste de plutôt lui proposer d'aller sur le Giro qui n'a jamais gagné. C'est difficile hein, comme défi, hein. J'en suis conscient. Hein. Je suis pas allé chercher la facilité. Si j'étais allé chercher la facilité, j'aurais mis Enric Mas sur un doublé éventuel Giro Vuelta, là où il y a moins de concurrence, et j'aurais essayé de blinder l'équipe sur le Tour de France en alignant toutes mes forces de grimpeur potentiel. J'aurais éventuellement choisi un Tour de France avec des pavés, et puis pour essayer de tout faire exploser. Non, ça on l'a déjà exploré. On a déjà exploré ces scénarios-là, donc le but c'est pas de refaire tout le temps la même chose. Voilà, donc je suis allé chercher un petit peu la difficulté avec toujours un angle d'approche qui est différent de celui que j'ai pu avoir dans plein d'autres circonstances ces derniers mois, dans mes parties, dans les vidéos que je vous propose sur Pro Cycling Manager 2018. C'est d'essayer systématiquement de privilégier, alors que là on est sur un retour sur l'année de Evenepoel, une année très vite résumée, une année de développement, dirons-nous. L'idée c'est que vraiment maintenant j'ai envie de privilégier un gros, voire deux gros objectifs pour un coureur sur une saison, quitte à passer à côté de certaines victoires que Pro Cycling Manager nous permettrait d'avoir, quitte à ne pas avoir tous les succès qu'on aurait moyen de glaner. J'en suis conscient, de toute façon je pense que j'ai plus à apporter la preuve du fait que c'est possible, hein, c'est réalisable. On a déjà fait notre quintuplé des monuments en une année, on a fait les 3 grands tours en une année. C'était un petit peu voilà la thématique au final des parties Lotto Soudal et Andiamo Ragazzi Ferrari. Donc j'ai envie d'explorer encore un petit peu autre chose tant qu'il nous reste un peu de temps sur Pro Cycling Manager 2018. Le autre chose, c'est essayer de répartir de façon un petit peu plus modeste les choses. Alors c'est pour ça que par exemple,
Mas, oh écoutez, je compte sur lui essentiellement, allez, je vais dire Paris-Nice, Tour de France. Voilà. S'il prend Paris-Nice, Tour de France, ce sera phénoménal. S'il fait même Paris-Nice et top 3 Tour de France, ce sera déjà une très belle année. Et s'il a le bonheur d'y rajouter la Catalogne, eh bien sur un malentendu, ça peut marcher. On prendra, mais voilà, on va pas essayer d'aller glaner, de courir trop de lièvres. Non pas là encore que ce soit pas faisable, alors qu'on voit qu'il est allé chercher sa petite course de préparation, mais c'était pas un objectif. Mais bon, écoutez, il y avait un mur final qui était assez sympathique. Je sais pas si ça se verra, mais je peux déjà vous dire que dans pas longtemps, on va découvrir que grâce à l'entraînement, il est passé de 82 à 83 en montagne, masse. Donc le plus 1 qui fait toute la différence, parce que arrivé à 83, il n'y en a plus beaucoup dans le jeu qui ont ça. Donc masse, énorme client, énorme coureur, avec son 76 en résistance, avec son 78 en récupération. Voilà. Donc, change de sujet. Mass, je vous ai dit un petit peu ce que j'en pensais. On a nos Flandriens aussi. Les Flandriens, faut en toucher un mot. Philippe Gilbert, j'ai déjà évoqué précédemment, va avoir pour objectif Milan-San Remo. Ok. Il avait eu une année 2019 plus que satisfaisante, hein, puisque ok, il y avait eu troisième place à Gand-Wevelgem, deuxième place au GPE 3, qui pouvait nous laisser un petit peu sur notre fin au départ, mais après il y a eu ce Paris-Roubaix qui a permis de dire que l'année de Philippe Gilbert était nécessairement une réussite totale. Donc pour lui, qu'est-ce qu'il va y avoir comme planning? Ben, ça va être tout simplement essayer d'aller gagner Milan-San Remo, on mettra ce qu'il faut. Alors, on a beau jouer en mode extrême, Milan-San Remo n'est pas la course la plus difficile à gagner du jeu. Ce serait plutôt Paris-Roubaix. Mais Milan-San Remo, surtout avec Philippe Gilbert. Mais en tout cas, Milan-San Remo n'étant pas la course la plus difficile à gagner, oui, mais encore faut-il la gagner. Et puis, vous avez vu, Philippe Gilbert, il a régressé. Ça, c'est les joies de l'obsolescence du coureur. On avait bien, avec amertume, constaté ça aussi sur Vincenzo Nibali. Philippe Gilbert, il est un petit peu à la même enseigne dans cette partie que ce qu'on avait pu voir Ferrari et Vincenzo Nibali, c'est-à-dire qu'il régresse, il régresse y compris dans des secteurs où un coureur expérimenté qui prend de l'âge ne régresse pas. Donc là encore, on est un peu dans le fail. Tiens, petite image, là c'était quand Gilbert a gagné le titre de champion de Belgique l'année précédente, et puis il avait terminé son année en faisant un triplé modeste certes, mais un triplé Québec, Montréal, Wallonie. Voilà, c'était le petit bye-bye en fin d'année pour Philippe Gilbert avec le joli maillot de champion de Belgique. Donc voilà, après il apportera de l'aide, il va apporter de l'aide, et puis que ce soit sur le Tour de France où il ira, que ce soit également sur bien les autres classiques, hein, tout simplement, parce que je me suis arrangé pour que le pic de forme, en tout cas, si mes calculs sont bons, ce que je ne peux pas garantir, je ne mettrai pas ma main à couper parce que j'ai pas pris une feuille pour faire les calculs. Je l'ai fait un petit peu à vue d'œil. Alors, écoutez, soit ça tombera comme il faut, et bien soit ça tombera pas comme il faut, et si ça tombe pas comme il faut, c'est pas un drame. Il faudra, ça rajoutera un petit peu de difficulté, ce sera encore plus délicat, et puis tant mieux quelque part, tant mieux, parce que quelque part ce jeu, ouais, il prend tout son sens quand on arrive un peu à gagner des courses super importantes, à remplir des objectifs hyper importants sans avoir de pic de forme. Là, c'est la jouissance totale, si j'ose dire. Donc, Philippe Gilbert, voilà, une année tranquillou, sur laquelle on vise uniquement Milan-San Remo, très bien. Après, évidemment, que sur des opportunités qui se présenteraient sur les Flandriennes, on va pas cracher non plus, hein. S'il y a quelque chose qui se présente, il le prendra. Mais a priori, on est vraiment focalisé sur un seul objectif. Ensuite,
Il y a le cas des autres Flandriens que j'aborderai un petit peu après. Mais donc j'ai nommé Lampart, j'ai nommé Stibar, hein, pour ce qui est de parler de mes leaders. Je rappelle une chose, c'est que Casper Asgreen, Florian Sénéchal, qui sont des forces vives, hein, qui sont des coureurs très importants de cette équipe. Ces deux-là, bon bah Sénéchal continue à progresser tout doucettement. À mon avis, il arriverait à maturité sur la saison de classique flandrienne. Si on avait le temps d'encore faire une année, je pense que l'année 2000, donc ce serait 21, puisque le jeu, la partie a commencé en 2019. En 2021, il serait probablement à maturité pour assumer le leadership sur une course ou deux. Mais là, pour le moment, je vais devoir faire avec mes vieux soldats, les Stibar, les Lampart, les Gilbert, étant donné que, en plus, ben, si on regarde bien sur le plan des stats, des notes, hein, des caractéristiques des coureurs, on n'est pas si fort, hein. On n'est pas si fort que ça. Parce que je regardais Stibar, 76 d'overall. Lampart, 78. Ok. Gilbert, 76 également, avec sa petite régression. On a après du Sénéchal à 74 ou 73, je ne sais plus. Et puis aussi 73 pour Asgreen. On a un De Klerk, hein, qui est précieux. De Klerk pour rouler, il a 79 en pleine. Il est hyper précieux, 72-74 en pavé, qui permet de passer. Et qui après, avec une bonne forme du jour, fait que le type, en plus avec une bonne endurance, peut vraiment jouer un rôle un peu longtemps pour ce qui est de rouler derrière des échappées ou faire un boulot qui est celui d'équipier. De toute façon, on va être un peu juste sur le homelop. Regardez, ça se joue à pas grand chose, c'est Jesper Stuyven. Peut-être que le Philippe Gilbert de l'année précédente aurait gagné cette course, on le saura jamais. Mais en tout cas, voilà, sur Flandrienne, on est pas mal, hein, évidemment, mais je dirais que l'équipe brille plus par la diversité des dangers potentiels que réellement par un coureur qui serait vraiment au-dessus. Hein. C'est pas du tout ça notre truc. Hein. C'est vraiment le Wolfpack, hein, pour le coup. Après, c'est presque plus ça va aller, plus ce sera la meute des vieux loups et non plus la meute des loups parce que c'est quand même tout ça un petit peu vieillissant. Voilà, je rigole, mais donc je rappelle juste, puisque je termine sur le sujet, Asgreen, il a les notes de début février dans la World DB. Wake up, ok. C'est pas Asgreen qu'on a vu avoir ses notes super bien augmentées suite à sa deuxième place sur Tour de Flandre, ok. Donc il faut bien l'avoir en tête. Le mec il a 65 en pavé, hein, dans ma partie. Et comme c'est contraire à mes principes d'aller éditer quoi que ce soit, parce que si j'en édite un, je dois en éditer 10, je dois en éditer 100 et 200, et j'ai pas envie de le faire. Asgreen, c'est pas Asgreen qu'on imagine ou qu'on connaît. Donc voilà, là on est sur la petite rétro 2019 Bob Jungels. Bon, alors qu'est-ce qu'il a fait notre Bob? Il est quand même allé chercher un tour du Pays Basque après avoir gagné, non, pas gagné du tout, après avoir fait troisième de Paris-Nice. Donc c'était pas honteux du tout, c'était pas honteux. Maintenant, il y avait un Rohan Dennis qui était un petit peu imprenable pour ce Youngles-là, hein, voilà. Et puis après, il y avait eu ce succès retentissant. On avait mis la blinde sur le Tour de France, on avait pris toutes nos forces. Je crois que j'avais presque à quelque chose près aligné mes 8 meilleurs coureurs d'overall, quoi. Tous ceux qui avaient la meilleure note globale étaient présents. Et je vous avais expliqué que la base, pour moi, du succès, même quand on n'est pas armé au niveau des grimpeurs, c'est quand même d'en avoir deux ou trois. En l'occurrence, là, pour cette équipe que j'avais alignée, je qualifierais le truc, je dirais que j'en avais deux et demi, parce que Julien Lafilippe, avec son 75 en montagne, il est vraiment pas dégueulasse. Et puis il y avait Mas, évidemment, en 82, qui était venu jouer l'équipier après son Giro, et Bob Jungels a seulement 79. Mais quelque part, deux montagnards et demi peuvent suffire si ensuite vous musclez le truc. Déjà, il y avait un CLM par équipe, on avait pas mal fait. Dès que c'était vallonné, ben voilà, c'était quand même favorable pour nous. Bon, il y avait des armes, il y avait
il y avait Gilbert, il y avait Stibar, il y avait Lampart, il y avait des gens en fait capables de faire mal et éventuellement à un moment donné de profiter pour rouler très très fort, même dans la plaine, enfin surtout d'ailleurs. Donc voilà, l'idée c'était vraiment plus la force globale que d'avoir le meilleur coureur. Parce que c'est sûr que si vous mettez Bob Jungels, là c'est les images de la fameuse étape 16, là celle qui était totalement folle, totalement tarée, cette étape 16 où il y a comme ça encore 3 cols à gravir et puis il n'y a plus que 6 hommes en tête, quoi. Je caricature à peine. Donc Jungels en valeur absolue face à Froome, on est mort de rire. Maintenant, à force d'usure, force de travail, et puis en bénéficiant également d'un contre-la-montre sur plaine de 50 bornes, quoi. Là, il faut quand même voir, hein, on était en 2010. Hein. 2010, il y avait des contre-la-montre comme ça encore, qui faisaient 50 bornes de plat. Mais ça, on l'a plus vu tellement. Hein. Ils ont raccourci, hein, c'est voilà. Il y a des périodes, il y a des modes hein, pour le Tour de France. Alors, on voit que par exemple, Jungels, ben, vous voyez, j'ai défini forcément un premier objectif en espérant qu'il ait son pic le plus tôt possible. Vous voyez par exemple l'équipe pour le Giro, elle apparaît. Et puis c'est d'ailleurs à l'occasion du planning de Youngles que je vais aussi profiter pour faire des petits cliquets tirés là pour, pour faire la répartition, je dirais. L'équipe qui accompagnera Youngles sur le Giro, c'est évidemment le français Martin, le jeune hollandais Arensman, il y aura aussi Peter Seri, il y aura le britannique Knox, le grimpeur britannique Knox. Pour ce qui est du sprint, il y aura Hodge qui viendra accompagné de son poisson pilote que je lui ai attitré, c'est Chiese. Et il y aura, et oui, je l'ai gardé pour la fin, Remco Evenepoel. Remco sera du Giro, alors que sur Tour de France, j'ai prévu déjà, j'ai planifié. Je vous ai dit que Jungels n'irait pas. Le Tour de France sera avec un sprinter qui sera Jacobsen, quand Hodge, lui, fera en tout cas, sera aligné sur Giro Vuelta. Jacobsen sera aligné sur le Tour de France. Et il n'aura pas de poisson pilote attitré, en revanche. On comptera davantage sur des Lampart, Stibar ou Gilbert pour le lancer. Dans le final, de toute façon, l'équipe est plus orientée quand même autour de masse, avec notamment le Casper Asgreen de cette partie, qui est un grimpeur pas pourri du tout, et puis également de plus, hein, notre recrue, celui qui est parti puis est revenu de Quickstep, et Julien Lafilippe, bien évidemment. Donc ça nous fait comme ça des équipes pas trop fortes constituées pour les grands tours, ce qui laisse une vraie incertitude en fait. Il y a vraiment moyen de perdre quand on n'aligne pas toutes les forces qu'on pourrait aligner. Voilà, c'est mon choix. Donc voilà la petite image du Tour des Émirats. Alors on a emmené une équipe justement. C'est un petit peu, je l'ai fait un peu à la Jumbo Visma, vous allez comprendre. En fait, si vous avez regardé mes vidéos avec Jumbo Visma, il n'y en a que 3, même si elles sont très longues, ça vous aura sûrement pas échappé que Jumbo Visma, pour préparer le Giro de Roglic, bon après on peut en parler, hein. On peut en parler de la manière dont les choses se sont terminées et de la manière dont les choses se sont passées même sur le moment, hein. J'en dirai un mot après. Mais Jumbo Visma, ils avaient fait un plan de préparation qui paraissait pas trop mal sur le papier pour pour Roglic, pardon. Je vais un peu me calquer sur ça. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouvait notamment sur le Tour des Émirats, on retrouvait pas mal de mecs qui plus tard seraient sur le Giro avec Roglic. Bah là, c'est pareil. En fait, je fais déjà une petite répétition. Mais sur Tirreno, on aura encore la présence de pas mal de gens qui seront les soutiens de Bob Jungels pour le Giro. C'est-à-dire que, vous voyez, que ce soit Martin, Arensman, Seri, Remco, Knox, voilà, ils sont présents. Ils sont présents, ou en tout cas un prêt. Mais non, j'ai pas pris Knox, autant pour moi, mais par contre j'ai pris Hodge, Eric Chiese également. Comme ça, en fait, voilà, un petit peu d'entraînement. Là, les images hélico que je vous montre, là, c'est parce qu'en fait, on était sur une étape où il y avait entre 35 et 45 km/h de vent.
Il était parfois de face, souvent latéral, mais aussi parfois de dos. J'ai passé un temps infini. Je vous ai coupé énormément au montage. J'ai passé un temps infini, genre je crois que ma vidéo que j'ai enregistrée, elle a dû faire 30 minutes. J'ai passé un temps infini à essayer de provoquer des bordures pour à l'arrivée ne rien provoquer du tout et me faire taper au sprint. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut tenter les choses. Si on tente rien, on sait pas. Donc bah ça a pas fonctionné. Bah voilà, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça fonctionnera une autre fois. Et donc on se retrouve avec un Youngles qui, au final, il traîne quoi? Il n'est pas moins fort que Thomas hein, sur les arrivées au sommet. Hein. Vous allez voir sur celle-là, il n'est pas moins fort non plus. Hein. Il n'est pas moins fort. Simplement, bah, il traîne comme un boulet le contre-la-montre par équipe sur lequel on a pris un éclat du 25 au tout départ. Là, je vous l'avais montré, l'écart qu'on avait pris quelques minutes en arrière. Bah ouais. Donc après, on va me dire ouais, mais tu t'envisages la même chose sur le Giro? Bah oui, parce qu'en fait, ce Giro, ce sera le Giro 2019. Sur Giro 2019, il n'y a pas de contre-la-montre par équipe. Je n'ai donc aucune utilité à ce que Youngles soit entouré par de bons spécialistes de contre-la-montre. Il est lui-même un très bon spécialiste. Donc voilà, et puis ce sera l'occasion d'une petite revanche, d'une petite revanche sur ce qu'il a vécu, le pauvre. Parce qu'il termine à l'arrivée, à l'agonie hein, du Giro, là, il y a quelques jours. Hein. Il termine 33e du Giro, hein, Youngles. Hein. Alors, je sais pas quel était l'objectif réel de la Deceuninck, mais j'ai quand même un peu l'impression qu'il visait plutôt un top 10, le Bob. Et à l'arrivée, il se retrouve 33e, il a complètement craqué à plus d'une heure au général de Carapace. Donc, après, moi, je suis pas surpris. Hein. Je suis pas surpris parce que quand j'ai vu Mas n'était pas aligné sur le Giro par la Deceuninck et que la Deceuninck elle a envoyé Youngles, mais en fait j'ai cru à une blague au départ parce que qu'est-ce que vous voulez que Bob Youngles, avec tous les efforts qu'il a fait depuis le début de saison, ait la caisse pour aller encore performer du côté de ce Giro? Mais c'est du délire. C'est pour ça que j'ai plutôt fait là un programme à la Roglic. Alors Roglic, on va en parler. Je vais vous dire ce que j'en pense. Je, je ne réfute pas l'hypothèse selon laquelle il aurait été éventuellement prêt trop tôt, alors que c'est une hypothèse à laquelle je ne voulais pas croire. Pourquoi? Bah parce que je croyais en le professionnalisme de la Jumbo-Visma, et je croyais également en le professionnalisme bah, du coureur, de tous les gens qui le préparent. Bon, bref, Hodge là, sous vos yeux, a tapé une victoire d'étape. C'était important de venir dire qu'on est là. Hein. Il y avait Viviani, il y avait beaucoup de gens. On l'apprend. Hodge est invité, c'est bien. Ça prouve qu'il est. J'ai pas mal fait de miser sur lui et Jacobsen, et de laisser partir Viviani. Alors, en fait, alors qu'on va aborder la petite rétro de Stibar 2019, qui sera suivi de Lampart et de Kurn, Kurn dans la partie. Je pense que Roglic, il a, il a été comme Nibali à un certain niveau. Et puis il y a aussi autre chose qui les différencie. À savoir, Roglic, avec Nibali, ils se sont trop focalisés l'un sur l'autre. En fait, il y a même un moment où on avait l'impression que tout le monde avait le droit de partir, même des gens qui étaient dangereux au général, étant donné que Yates était aux abois. Tout le monde avait le droit de partir, et puis au final, tout ce qui comptait, c'était que Roglic et Nibali se surveillent mutuellement. C'était un petit peu, c'était même limite risible, je pense éventuellement en particulier à l'étape 13 de ce Giro. Et à l'arrivée, ce marquage, bah, moi je crois que Roglic s'est peut-être trompé d'adversaire, mais je le blâmerai pas trop. Moi, je tirerais plus à boulet rouge sur la Jumbo-Visma, avec juste un bémol, c'est la blessure très rapide et le retrait de Lorenz de Plus, qui honnêtement a privé Roglic d'un soutien appréciable. En tout cas, ça pouvait pas être pire, donc il aurait été appréciable de plus dans cette équipe. Et puis aussi le forfait juste avant le Giro de Robert Gesink. Robert Gesink qui se pète sur, je sais plus si c'était à Flèche ou l'Amstel ou Liège. Je crois que c'est une des deux dernières, Flèche ou Liège, mais peu importe.
Robert Gesink qui n'est pas là, quoi. Et donc à l'arrivée, le pauvre Roglic, il s'est fait squeezer finalement. Il s'est fait squeezer deux types qui auraient pu vraiment l'aider. Puis après, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais quand dans l'étape 16, il y a un tel manque de professionnalisme chez Jumbo Visma, ça donne envie de pleurer, quoi. Le mec, Roglic, je suis pas supporter, hein. Je suis pas supporter, mais je m'insurge parfois, vous avez l'habitude contre des trucs qui me paraissent délirants. Roglic, le pauvre, il est là, il est en galère, et puis il y a Koen Bouwman, tranquille, à l'avant, qui décroche, mais 3 quarts d'heure après, quoi. Il pouvait pas décrocher avant pour aider son leader. On pourrait faire la même remarque pour Caruso, hein, avec Nibali sur la même étape, hein. Moi, je pense qu'il y a des moments comme ça où vraiment la Jumbo-Visma, ça m'a fait penser à Wout van Aert qui se fait complètement abandonner sur Paris-Roubaix, quoi. Juste parce qu'il y a 2 Hollandais dans le groupe à l'avant et qu'ils n'ont pas envie de sacrifier leur chance de faire quoi, 6 ou 7, quoi. Bah, Koen Bouwman, il est bien gentil, mais il fallait immédiatement attendre Roglic. Enfin, t'as une chance de gagner le Giro, et puis après, du coup, t'as plus de chance du tout. Limite, il sauve son podium à la fin. C'est quasiment un miracle. Donc, moi, je plains beaucoup Roglic. Et si j'étais Wout van Aert ou Primoz Roglic, Wout van Aert, c'est pas le cas, hein, mais si j'étais en fin de contrat, je me barrerais si j'ai une bonne proposition ailleurs, surtout si j'ai des garanties sur l'investissement de l'équipe qui m'accueille, parce que honnêtement, c'est limite un camouflet qu'a subi Roglic dans la manière dont il a été soutenu, quoi. Bon, après Nibali, je pense qu'il s'est trompé aussi d'adversaire. Il a trop focalisé sur Roglic et je comprendrai jamais comment est-ce qu'ils ont laissé autant de champ libre à Carapace. Carapace, il y avait plus de 3 minutes de retard sur Nibali après les premiers contre-la-montre. Comment est-ce qu'on peut lui laisser comme ça du temps? Il a été sous-estimé. Et il a été sous-estimé, et le boulot à ce moment-là n'a pas été fait. Ils se sont trop marqués à la culotte, les deux, Roglic et Nibali, et c'est l'histoire de, ben voilà, hein, deux types qui se regardent un peu trop, et puis une movie star à laquelle il faut tirer un grand coup de chapeau. Voilà, tout simplement. La movie star, elle fait pour le coup un super Giro. Je disais à l'un d'entre vous il y a pas longtemps, on papotait là sur le Giro dans les commentaires. Je disais j'étais réconcilié avec la movie star parce que la manière dont ça s'est passé, pas seulement entre Landa et Carapace, hein, mais globalement, hein, Carretero, là, il y avait des types qui étaient vraiment, qui sont vraiment minables pour l'équipe. À l'arrivée, ils font 1 et 4. Ben, bravo à eux. Bravo à eux. C'est vraiment, voilà, c'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant, même si on aura quand même au global, à mon sens, pas eu un Giro de quoi faire lever les foules. On s'est quand même un petit peu ennuyé pendant un certain temps, hein. Il faut quand même le dire. Voilà. Donc, ok, je parlerai pas d'Arnaud Démare, le pauvre. Juste, visiblement, commenter le fait que, écoutez, alors qu'on a réussi à faire exploser la course, là, du côté de Kurn, on a réussi à faire exploser sur un secteur pavé. Puis on peut se demander si ça va revenir ou pas, là, c'est intéressant. C'est pour ça que je vous ai montré le mano à distance entre le groupe qui était avant constitué de, euh, de Lampard, Stibar plus 2 équipiers, et le peloton qui, on l'a compris maintenant, ne reviendra peut-être jamais. Après, c'est parti à 4. Il y a notamment Niki Terpstra, lui, il avait suivi dans le secteur pavé. Et puis moi, je vais évidemment tenter une attaque Stibar. Avant ou après, il y a Lampard qui tente sa chance. Enfin bref, vous êtes en surnombre, il faut en profiter. Il faut en profiter très clairement. Et donc pour conclure, j'ai cru comprendre que les Italiens annonçaient une signature de Nibali et de Ciccone, le maillot Azzurro, du côté de la Trek. Pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas, hein, écoutez, c'est sympa, hein. C'est sympa, c'est sympa. Maintenant, vraiment, je ne connais pas les tenants et aboutissants du fait que Nibali quitte Bahreïn, mais quoi qu'il en soit, on peut que espérer encore du succès à Nibali, qui quand même fait deuxième de ce Giro. C'est pas nul d'être deuxième. Et puis bon, mais quand même, à mon avis, le grand Nibali, il aurait gagné. Et
il y a un moment quand même où ce Giro il se perd tactiquement, quoi. Il se perd même pas nécessairement à la pédale, il se perd tactiquement. Et donc ça c'est quand même un peu ralent quand vous perdez face à quelqu'un qui est pas meilleur que vous alors que vous êtes meilleur en contre-la-montre. C'est quand même un peu vexant. Je pense que vous l'avouerez. Voilà, donc fin de l'épisode. Deux premiers objectifs ont été remplis en ce début de saison. Je vous avais dit qu'on allait jusqu'en mars. Nous sommes au début du mois de mars. L'épisode suivant redémarrera avec les Strade Bianche et puis tout ce qu'on connaît habituellement des réjouissances du mois de mars. J'ai installé tous les variants que j'ai pu de 2019 et puis il y en a certains ça n'a pas voulu. Donc je vous détaillerai tout ça. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez bien du plaisir. À très bientôt pour un épisode 14 de Cunning Quick Step. Bye bye.